Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Cédric Guéraud. Cédric dirige le Centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Dans cet épisode, il nous présente comment le jeu peut s'inscrire dans une approche thérapeutique non médicamenteuse dans la maladie d'Alzheimer. Bonne écoute! Bonjour Cédric Guéraud, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bonjour Mathieu. Je suis Cédric Guéraud, j'ai 41 ans et je dirige FM2J, qui est le Centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Grosso modo, c'est un centre de formation qui accompagne tous les professionnels qui utilisent le jeu ou jouer dans leur métier. Donc ça peut aussi bien être des professionnels de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, du soin, de la santé, voire de la gérontologie, puisque nombreux sont les professionnels qui utilisent le jeu dans leur métier. Et d'où te vient cet intérêt pour le jeu? Alors cet intérêt du jeu me vient au niveau théorique, non pas pratique, c'est-à-dire que j'étais étudiant en sciences de l'éducation et en psychologie, et je me suis aperçu un petit peu par hasard que la question du jeu pouvait regrouper tous mes centres d'intérêt, toutes les réflexions que j'étais en train de mener en sciences de l'éducation et en psychologie. Donc je suis pas un grand joueur, mais je suis surtout passionné par les sciences du jeu. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment faire rentrer un individu en situation de jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'intérêt que le jeu peut avoir dans l'épanouissement d'un individu. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je me rends compte que la question du jeu nous enseigne finalement la question du bien-être, la question de l'expérience optimale. Et on se rend assez vite compte que toutes ces réflexions qu'on peut porter sur le jeu pourraient se transposer dans nos propres vies, finalement pour faire de notre propre vie une situation de jeu. Donc toi, tu as fait notamment des recherches sur l'utilisation du jeu par rapport aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Oui, la maladie d'Alzheimer est une pathologie du vieillissement. Ce sont des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Grosso modo, elles présentent trois grandes caractéristiques au niveau symptomatique: un syndrome neurologique, un syndrome déficitaire, dont le plus connu, c'est des difficultés au niveau de la mémoire. Et on a souvent, à côté de cette maladie, des symptômes associés qu'on appelle des troubles du comportement. Donc du coup, voilà, c'est des personnes qui ont besoin souvent d'être accompagnées, et quand la maladie s'installe à des stades avancés, il n'est pas rare de voir ces personnes séjourner en EHPAD et éventuellement dans des unités de vie protégées. Et comment t'est venue cette idée d'expérimenter l'utilisation du jeu auprès de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? À l'origine, on construisait donc des offres de formation pour tous les professionnels qui sont amenés à utiliser le jeu dans leur métier. Et forcément, à un moment donné, dans notre création de catalogue, on a voulu construire une offre de formation pour des professionnels de la gérontologie. Initialement, c'était plutôt prévu du côté de l'animateur. On a de plus en plus d'animateurs dans les maisons de retraite, et on a cherché à modéliser une offre de formation. Pour pouvoir la modéliser, je suis moi-même allé sur le terrain pour essayer de comprendre quel jeu pouvait être adapté, comment créer une situation de jeu de plaisir, je parle bien de situation de jeu de plaisir, comment sélectionner les objets, quelle posture adapter, comment aménager l'espace. Et à l'issue de cette expérimentation qui a duré à peu près un an, je me suis rendu compte qu'il était en effet possible de faire jouer ces personnes-là juste pour le plaisir, et quelle que soit l'avancée de la maladie, et qu'il semblait y avoir des effets vraiment surprenants. Et j'ai été tellement finalement étonné de ce que j'avais l'impression de vivre au quotidien, que j'ai décidé, d'approfondir le sujet. Et et je me suis réinscrit d'ailleurs sur les bancs de l'université en faisant une thèse de doctorat sur ce sujet-là. Et donc tu as commencé à en parler, justement, quels sont les effets du jeu que tu as pu remarquer sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Les premiers effets que j'ai observés, qu'ensuite j'ai voulu mesurer dans un cadre un petit peu plus scientifique, c'était principalement des effets autour du bien-être, autour des interactions sociales et autour des troubles du comportement. C'est vraiment là-dessus que j'ai porté mon attention. Après, bien sûr, je pense qu'il y a d'autres bénéfices du jeu au niveau fonctionnel et au niveau cognitif, mais mes recherches sont pas encore allées dans l'approfondissement de ces axes-là. Donc du coup, le jeu,
Le jeu permet une amélioration de la santé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je pense, en effet, hein, il faut quand même rester modeste, hein. On n'est que sur une séance de jeu qui peut représenter une demi-heure ou une heure dans la semaine d'un résident, hein. C'est qu'une petite goutte d'eau. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ces séances de jeu, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait de façon assez légitime les inscrire dans tout le champ des approches non pharmacologiques, des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire ces approches-là qui permettent d'essayer d'accompagner la qualité de vie du résident, de faciliter ses interactions sociales, voire même de diminuer les troubles du comportement. Je crois que le jeu plaisir peut s'inscrire dans ces approches-là. D'accord. Est-ce que le jeu peut être aussi efficace pour prévenir la maladie avant qu'elle soit complètement installée? Donc là aussi, hein, il faut être modeste. On n'a pas encore d'études qui mesurent tout ça. Je pense qu'il faut, de mon point de vue, hein, il faut davantage voir le jeu non pas comme une finalité, mais comme une partie d'une prise en charge, c'est-à-dire une partie qui peut contribuer à l'amélioration de la santé, hein, notamment sur la diminution des troubles du comportement, sur la qualité de vie et le bien-être. Et plusieurs auteurs ont déjà fait un lien entre jeu et santé. On a comme des auteurs comme Batstone qui dit que finalement, à partir du moment où on est capable de jouer, on est en train de révéler un état de santé. On ne peut jouer que le comportement de jeu est lié à l'état de santé. Winnicott qui nous dit que le jeu est une thérapie en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'on va accompagner ce processus de bien-être et de santé, mais il ne faut pas penser le jeu non plus comme une fin en soi et rester quand même modeste dans notre approche. D'accord. Alors, tu as parlé d'une approche thérapeutique non médicamenteuse. Quelle est sinon l'approche thérapeutique entre guillemets classique utilisée contre la maladie d'Alzheimer? On a deux types d'approches, hein. On a l'approche médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc moi, je suis pas médecin, mais je sais que l'approche médicamenteuse trouve des limites, hein. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner la maladie d'Alzheimer par une approche médicamenteuse. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique que depuis quelques années se développent de plus en plus des prises en charge non médicamenteuses. Là, elles sont de plus en plus nombreuses, hein. On entend parler d'art-thérapie, de musicothérapie, de serious game, etc. Le jeu existe un petit peu déjà dans ces axes-là. On voit apparaître dans les maisons de retraite des serious games pour essayer de remobiliser des aspects fonctionnels ou cognitifs chez le résident. On voit apparaître des thérapies comportementales et j'ai essayé d'inscrire finalement dans dans le champ des interventions médicamenteuses, le jeu, et notamment le jeu plaisir, et de modéliser un cadre d'intervention qui permettait de mettre le jeu dans ce paysage des approches non Mhm. pharmacologiques. Alors, tu as dit que le jeu, c'était une partie de la prise en charge de l'approche thérapeutique non médicamenteuse. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les autres éléments qui constituent cette approche? Oui, Des exemples? voilà. C'est-à-dire que, imaginons, on souhaite utiliser le jeu dans une maison de retraite, par exemple. Les séances de jeu, finalement, ne vont intervenir que 2, 3 fois dans la semaine, ou au mieux une heure au quotidien. Et du coup, ça ne sera pas la totalité on va pas jouer toute la journée, donc il faut que, à côté de ces séances de jeu, on ait une philosophie globale de prise en charge. Par exemple, notamment dans les maisons de retraite, on voit en ce moment arriver de plus en plus l'approche Montessori, c'est-à-dire une sorte de cohérence entre ce qu'on fait pendant la situation de jeu et l'autonomie qu'on essaye de permettre aux résidents. Il faut qu'on soit un petit peu cohérent avec la vie quotidienne et la prise en charge de la vie quotidienne du résident. Donc c'est un petit peu comme ça où on va essayer d'avoir une philosophie globale dans le quotidien de la personne qui soit un petit peu cohérente, et le jeu n'est qu'une partie d'un tout et d'une philosophie plus globale. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour que l'utilisation du jeu soit efficace dans ce cadre-là? Oui, c'est sûr que une des premières conditions à respecter, c'est de réussir quand même à protéger la séance de jeu, puisque ce sont des personnes qui, pour mobiliser leur concentration, ont besoin quand même d'un cadre relativement sécurisant. Et donc, du coup, on va essayer de sécuriser pour ne pas être dérangé par des distracteurs de la vie quotidienne. Et ensuite, on va mettre en place tout toute une réflexion, toute une modélisation qui va permettre de faciliter l'entrée en jeu chez le résident.
Et alors, comment est-ce qu'on peut mesurer les effets positifs du jeu sur les patients? Est-ce que c'est possible? Oui, à partir du moment où on rentre un petit peu dans une démarche et dans une étude scientifique, on peut mesurer tout à fait les effets du jeu, hein. Me concernant, lors de mes travaux de thèse, j'ai essayé justement de mesurer ces effets-là au niveau du bien-être, des interactions sociales et des troubles du comportement. Et pour réussir à mesurer les effets du jeu sur ces axes-là, j'ai utilisé des échelles, hein. Donc j'ai utilisé une méthodologie randomisée en simple aveugle, avec des échelles, donc des échelles qui sont connues, hein, des échelles de mesure des troubles du comportement, des échelles de qualité de vie, des questionnaires en direction des soignants. Et finalement, c'est l'analyse de ces différents questionnaires et des différentes échelles que j'ai utilisées qui ont permis effectivement, après analyse des résultats, de pointer des bénéfices positifs du jeu pour cette population-là. Et quelles sont les caractéristiques des personnes qui bénéficient de cette approche thérapeutique, non médicamenteuse qu'est le jeu? Est-ce que ce sont des personnes qui sont, au début de la maladie ou qui sont déjà à un stade avancé ou les 2? Alors, me concernant, la réflexion que j'ai menée et la médiation que j'ai essayé de construire s'adresse principalement à un stade assez avancé de la maladie d'Alzheimer. C'était une intervention qui s'adressait principalement à des résidents présentant des troubles cognitifs et qui étaient hébergés en unités de vie protégées, hein, des unités de vie protégées du genre Cantou dans les maisons de retraite. Pourquoi cette population? Parce qu'on s'aperçoit assez vite que c'est la population où il est le plus difficile de trouver des interventions, hein, puisque les troubles cognitifs sont importants, les troubles du comportement aussi, et c'est de plus en plus difficile à proposer des activités, des animations, voire même des interventions non médicamenteuses. Et donc j'ai voulu m'adresser à cette population-là. Pour autant, la réflexion qu'on mène autour du jeu peut s'adresser à tout le monde, hein, finalement, à quelle que soit l'avancée de la maladie d'Alzheimer, ou voire même à toute personne âgée, voire même un enfant, un adolescent. La réflexion est la même, c'est les supports de jeu qu'on va changer en fonction du public auquel on s'adresse. Et quel est le rôle des soignants dans cette démarche? Alors le rôle des soignants, c'est d'essayer de construire le cadre qui va favoriser la situation de jeu. Donc on va leur demander, après une petite formation, de sélectionner des jeux qui vont être adaptés. Les jeux adaptés, ce sont des jeux où la personne âgée n'a pas besoin de l'aide du soignant. Donc ils vont avoir cette responsabilité d'avoir une sélection de jeux adaptés, d'aménager un espace. On va essayer d'aménager un espace de jeu pour pouvoir favoriser l'entrée en jeu, créer des invitations à jouer. Ensuite, leur rôle, ça va être d'être assez observateur et plutôt non interventionniste. C'est-à-dire qu'on va préférer qu'ils agissent sur le cadre plutôt qu'ils agissent directement en face à face avec le résident. Puisque l'idée, c'est de créer un espace où le résident va pouvoir prendre le pouvoir, va pouvoir être autonome et donc voilà, on va essayer d'éveiller en eux une posture d'observation pour que leurs observations leur permettent d'agir davantage sur le cadre que d'agir directement auprès des joueurs. Et quels sont les retours, des soignants? Est-ce qu'ils sont, ouverts à ce type de démarche? Alors on a un petit peu interrogé, hein, sur un questionnaire pour avoir des idées de leur retour. Et en effet, déjà, on a eu des retours à différents niveaux, puisqu'on a essayé de faire des retours entre une utilisation traditionnelle du jeu et une utilisation telle que je suis en train de vous l'expliquer. Et en effet, les retours sont très positifs. Pourquoi? C'est parce qu'habituellement, les soignants sont parfois en difficulté pour pouvoir animer des séances de jeu. Ils sont pas tous animateurs, hein, d'ailleurs, donc c'est pas facile pour eux d'utiliser le jeu auprès de cette population-là. Et forcément, quand on leur donne un outil clé en main, d'une part, ça facilite la mise en pratique, et d'autant plus qu'ils y voient de réels bénéfices. Et là encore, ça leur permet d'avoir un retour extrêmement positif sur ce type de médiation. Et as-tu également des retours de la part des patients? Alors,
En effet, on a essayé de recueillir leurs retours. On essayait à travers une petite échelle, l'échelle instantanée du bien-être qui s'appelle les VIB, on essayait de leur demander à l'issue de la séance de jeu comment ils se sentaient. Donc, ils devaient pointer un petit peu sur un smiley plus ou moins content à l'issue de la séance de jeu. Sur des personnes qui ont des stades très avancés, même cette consigne est un petit peu difficile. Et donc là, on essayait d'avoir leur retour par hétéro-évaluation. C'est-à-dire que c'est le psychologue qui jugeait un petit peu de la satisfaction du résident quand le résident n'était plus capable de répondre à la question qu'on lui posait. Et là aussi, on a observé, quand on a fait ces mesures-là, et quand on a recueilli les résultats, que un résident se sent mieux à la fin d'une séance de jeu qu'avant. C'est-à-dire c'est qu'une séance de jeu permet d'augmenter un petit peu le ressenti du bien-être du résident. Alors, quel type de jeux sont utilisés auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Donc là, c'est vrai que ça va être une des plus grosses réflexions à avoir, puisque l'objectif, ça va être de sélectionner des jeux où ils sont capables de jouer sans l'aide du professionnel. Et mine de rien, c'est pas toujours simple à trouver des jeux adaptés, puisque les troubles cognitifs peuvent être importants, mais il faut que finalement ils arrivent. Le jeu, pourquoi on prend plaisir dans le jeu? C'est généralement parce qu'on comprend la consigne, parce qu'on a l'impression de maîtriser. Bien entendu, on n'est jamais sûr de réussir, mais on a quand même cette sensation de se sentir capable. Et c'est un petit peu ce qui génère le plaisir dans la situation de jeu. Donc de la même façon, pour cette population-là, il va falloir leur donner des objets où ils sentent qu'ils sont capables de les maîtriser par eux-mêmes. Et donc on va utiliser principalement 4 catégories de jeux qu'on va proposer finalement en même temps pour que les résidents puissent choisir et qu'on puisse les orienter vis-à-vis de leurs compétences. On va choisir des jeux dans le registre des jeux sensorimoteurs, c'est-à-dire c'est des jeux où on n'a vraiment pas de règles ou des consignes très très simples, et le seul intérêt du jeu va être au niveau des effets sensoriels, des effets visuels, des effets sonores par exemple. On va choisir des jeux dans la catégorie des jeux symboliques, c'est-à-dire des jeux comme des poupées, éventuellement des peluches, des supports de déguisement, des choses pour dessiner, pour faire appel à l'intelligence symbolique. Des fois, les professionnels appréhendent un petit peu ces supports-là de peur de l'infantilisation, mais on se rend compte que l'infantilisation est plus liée au cadre d'intervention qu'à l'objet choisi. À partir du moment où on laisse la liberté au résident de choisir un jeu et que celui-ci lui convient, on peut être dans une démarche beaucoup moins infantilisante. Ensuite, on a des jeux d'assemblage, comme des jeux de construction, et éventuellement quelques jeux de société, mais à condition qu'on n'ait pas besoin d'expliquer la règle, comme par exemple des jeux d'adresse, du genre le billard japonais. On arrive à comprendre la règle juste en voyant le support de jeu. Il ne faut pas rentrer par l'explication, puisque du coup, ça sera beaucoup moins adapté à ce type de population. Voilà un petit peu les catégories qu'on va pouvoir utiliser et ensuite orienter les résidents en fonction de leur centre d'intérêt, de leur niveau de compétence vers un pôle ou un autre qu'on aura mis en place. Mmh. Et comment ces jeux, du coup, agissent sur le patient? Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un petit exemple concret Oui, en prenant un type de jeu, par exemple? du coup, le jeu agit sur le patient à partir du moment où le patient ou le résident est capable de vivre une vraie situation de jeu, comme un enfant pourrait la vivre, comme nous, on pourrait la vivre. Dès qu'on commence à être dans le jeu et qu'on vit le jeu pour le jeu, forcément, les troubles du comportement se réorientent, parce que quand on est en train de jouer, on a une certaine concentration, une certaine attention, et on voit bien que notre comportement commence à retrouver de l'ordre. Il est en train de se diriger vers en fonction du jeu choisi. Et donc, une sensation de plaisir arrive. Ça va permettre aux résidents de monopoliser des ressources cognitives, fonctionnelles, pour pouvoir aller au bout de sa situation de jeu. Donc, à partir du moment où on arrive à faire rentrer un résident en situation de jeu, les effets du jeu commencent à émerger progressivement au niveau culturel, au niveau éducatif, au niveau thérapeutique et au niveau social. Il commence à se jouer des choses sur ces 4 axes-là. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent utiliser le jeu avec des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer?
Ce qui me vient un petit peu comme ça en tête en conseil, c'est de ne pas oublier que le jeu, hein, c'est avant tout une question de plaisir. Et des fois, on perd en vue le premier objectif du jeu. L'essence du jeu, c'est ça, hein, c'est de jouer du jeu pour le jeu, du jeu pour le plaisir. Et finalement, les vertus thérapeutiques arrivent en second. Et des fois, de vouloir les mettre en premier, on risque de perdre cette notion de plaisir. La deuxième chose, c'est de repermettre un petit peu la liberté, le choix dans le cadre qu'on va mettre en place, de favoriser l'autonomie. Des fois, on veut être bienveillant en aidant le résident à jouer, en déplaçant son pion sur lui. Mais finalement, à chaque fois qu'on l'aide, hein, c'est Montessori qui nous disait ça, on est en train de pointer du doigt ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, mieux vaut simplifier le jeu plutôt que de l'aider. Et enfin, peut-être un dernier conseil, c'est vrai que quand on est professionnel ou aidant, on a envie de réfléchir à quoi on pourrait faire jouer son parent, à quoi on pourrait faire jouer le résident. Et des fois, il suffit de se poser la question inverse quand on est avec un jeu, mais à quel jeu va-t-il me faire jouer? C'est-à-dire plutôt se dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire faire avec ce support? Plutôt que systématiquement se dire, mais à quoi je vais le faire jouer et l'obliger à être dans la consigne. Essayez, nous, de rentrer dans la consigne que le résident va déterminer. D'accord. Bon, nous arrivons du coup aux dernières questions. Y a-t-il un jeu que tu souhaites nous recommander? Du coup, dans les réflexions telles que je viens de les décrire, je pense que souvent c'est des questions, voilà, que des familles me posent. Ah, vous pouvez me faire une liste de jeux, un jeu à recommander. Et je botte un petit peu en touche, parce que finalement, le jeu qu'on va recommander, il est très différent en fonction de la personne, hein, quelles compétences. Et puis même si elle a les compétences pour jouer à ce type de jeu, faut-il encore qu'elle en ait le désir et l'intérêt, hein. Pour pouvoir rentrer en situation de jeu, c'est pas parce que je sais jouer aux échecs que j'ai envie d'y jouer. Il faut à la fois la compétence de réussir à jouer aux échecs, mais aussi l'intérêt et le désir d'y jouer. Donc du coup, ce qu'on va plutôt recommander aux personnes qui nous posent ce genre de questions, c'est une réflexion un petit peu sur les critères de sélection, un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, de proposer le choix aux personnes âgées, d'aller plutôt dans des jeux sensorimoteurs, dans des jeux d'assemblage, dans des jeux symboliques. Et si jamais ils utilisent des jeux de société, faire très très attention à cette règle, essayer de rendre lisible la règle sur le support de jeu et non pas par une explication de la règle. Et puis surtout, autoriser la règle arbitraire, s'autoriser à détourner la règle pour pouvoir l'amener un petit peu là où veut l'amener la personne atteinte de troubles cognitifs. Ok, et si on souhaite en savoir plus sur toi et ton travail, où est-ce qu'on peut s'informer? Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le site d'FM2J, hein, sur notre site internet, sur mon LinkedIn par exemple, et puis en tapant mon nom, c'est un peu comme ça que vous trouverez des articles que j'ai rédigés, des articles scientifiques ou des articles de vulgarisation qui sont assez facilement disponibles sur internet. Voilà. Super, merci beaucoup Cédric Guéraud. Merci en tout cas à Mathieu, hein, pour cet entretien et surtout pour vos différentes initiatives avec ces podcasts pour valoriser la question du jeu. C'est très sympa d'y participer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.